0,9% de croissance. On est désormais, Olivier Redoulès, au-dessus de ce qu'attendait le gouvernement. Alors c'est assez rare quand même. Oui, alors absolument. Alors c'est un phénomène, je voudrais replacer les choses de manière un peu plus globale, assez, en fait, au niveau mondial. En fait, on a été surpris globalement par la bonne tenue de l'économie au niveau mondial, alors que les signes d'inquiétude et les raisons de s'inquiéter se sont accumulés. On pense au niveau mondial, on a les chocs sur la guerre commerciale, les tensions géopolitiques qui s'accumulent, etc. Et quand on regarde les prévisionnistes, nous inclus, en fait, graduellement, au fil des mois, on a relevé nos prévisions de croissance. Parce que, en fait, l'économie tient bien, et la croissance mondiale, elle a un rythme assez dynamique. Même les effets, par exemple, et c'est peut-être d'ailleurs une des raisons de tout ça, c'est qu'au fond, les effets des tarifs douaniers de Trump, ils ne se voient pas forcément encore sur la dynamique du commerce mondial qui continue sa croissance. Et si on revient plus précisément à la France, effectivement, on a cette dichotomie entre, d'un côté, même qu'on demande, par exemple, nous, on mène une enquête avec BPI France. La dernière sortie, c'était en novembre, donc la collecte d'informations était en octobre, et on voyait qu'il y avait un niveau d'inquiétude assez important des chefs d'entreprise, et une majorité disait reporter ou leur projet d'embauche ou d'investissement ou simplement les annuler. Et en même temps, il y avait quand même un bon tiers qui nous disait, au fond, ma situation est quand même meilleure que ce que l'économie laisse entendre, en fait, leur propre situation. En fait, il y a une forme de divergence entre une ambiance qui est assez anxiogène, et puis après, au niveau micro, au niveau des patrons d'entreprise, mais c'est aussi vrai pour les ménages. Dans la note de l'INSEE d'hier, il y a une enquête, un éclairage qui est assez intéressant, où ils ont vraiment étudié de manière très granulaire les réponses des ménages à l'enquête sur la confiance. Et en fait, il y a un chiffre qui est assez étonnant, c'est que depuis 2019, il y a 20% de ménages de plus, donc de 23 à 43%, de ménages qui sont très pessimistes pour l'économie, mais très optimistes pour eux. Une partie étant d'ailleurs des ménages plutôt âgés. Ça fait épargner. Donc, globalement, c'est ça que ça fait. Épargner. En fait, ce sont aussi ceux qui épargnent. On a cette situation cette dichotomie. Philippe Manière, sur ce plateau, comme j'imagine dans vos clients, vous les voyez, les chefs d'entreprise inquiets? Oui, non, mais absolument. Mais en fait, moi, je ne suis pas surpris par la note de l'INSEE, parce qu'elle confirme un peu l'impression que j'ai, moi, depuis 3 ou 4 mois, et qui me surprenait, pour le coup. Ça fait 3 ou 4 mois que je suis surpris de voir que l'économie, pour autant que je puisse en juger, on a une petite centaine de clients, etc., et puis on a notre propre activité, l'économie tient mieux que ce que j'aurais imaginé. On a même vu une espèce de petit regain chez certains de nos clients et chez nous-mêmes depuis septembre-octobre, ce qui est pas du tout intuitif. Enfin, franchement, on vous aurait dit il y a 3 ans, la Russie va envahir l'Ukraine, Trump va revenir encore plus dingue qu'avant, la Chine va ralentir puissamment, il y aura des crises commerciales à tous les étages, et puis on peut continuer. Nous, on n'aura plus d'institutions qui fonctionnent depuis 18 mois, etc. On aurait tous dit, allez, à la SERP, moins 30% sur le CAC et 3 trimestres de récession minimum. Eh ben non, voilà. Donc, alors, tout ça, c'est pas glorieux, hein. 1%, 1%, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Hein. C'est la croissance potentielle. Oui, alors malheureusement, c'est la croissance potentielle. Donc, on est au maximum d'une croissance potentielle ridicule, misérable. C'est-à-dire qu'on devrait être, comme c'était le cas il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, à respectivement 2 points, 2,5 points, 3 points de croissance. On est à 1 de croissance potentielle, et donc on est à peu près au plein de la croissance potentielle. C'est à peu près ce dont est capable la France. Mais c'est vrai que c'est troublant. Pourquoi ça va aussi bien? Alors moi, je pense qu'il y a des explications. Je ne suis pas économiste comme l'a Olivier, mais des explications qui sont d'ailleurs pointées ici et là dans les commentaires, qui tiennent au fait que il y a de la réserve. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de l'épargne des Français qui continuent d'ailleurs à épargner. Oui. Donc ça laisse de la marge pour après. L'INSEE pense qu'ils vont se mettre à consommer en 2026. Et les chefs d'entreprise, ils ajustent un peu leur comportement, mais c'est vrai qu'ils n'ont manifestement pas coupé complètement. Alors cela dit, il faut quand même faire attention. C'est-à-dire que c'est des effets de cycle aussi. C'est-à-dire que des très grands investissements qu'on fait pour 30 ou 40 ans, c'est peut-être pas entre octobre et janvier que telle ou telle entreprise allait en décider. La tonicité de l'investissement, encore une fois, je parle sur le c'est juste qu'on a été décidé il y a 2 ans. On en juge quand même sur autre chose qu'un trimestre sur une seule note de conjoncture. Hein. Mais pour le moment, c'est plutôt des bonnes surprises. Isabelle Coupet-Soubeyran, vous avez été surprise. Vous dites quoi? Les patrons sont trop pessimistes dans leur discours, ou alors il y a que ceux qui sont déprimés qui parlent, je ne sais pas. Non, ça tient un peu mieux que prévu, certes, mais comme ça vient d'être dit, c'est pas non plus, c'est pas folichon. Moi, je suis pas une grande fan de l'indicateur du PIB, mais effectivement, c'est même pas 1%, c'est 0,9%, et c'est un peu plus que prévu parce que on s'attendait à 0,8. Bon, il y a
Je pense que ce sont des effets très conjoncturels. Ça vient un peu de la politique économique. Sur le plan budgétaire, on s'attendait à un gros effet d'austérité budgétaire avec la consolidation budgétaire. En fait, elle va être beaucoup plus faible que prévu. Il y a l'effet très progressif de la baisse des taux au niveau de la politique monétaire. Donc ça aussi, ça donne un petit peu de souffle pour l'investissement. Donc l'investissement repart un peu au niveau des entreprises. Cela étant, ça repart pas du tout au niveau de l'investissement public. Et oui, là, c'est carrément même en pente, mais ce qui est logique. Oui, mais si vous voulez, ça veut dire que nos capacités profondes d'investissement restent largement insuffisantes. On a des problèmes de fonds qui demeurent. Donc, les problèmes de fonds qui demeurent, ce sont les inégalités qui progressent, alors qu'on n'est pas les pires en France, parce que justement, on a un modèle social qui reste très protecteur, mais on a de cesse de vouloir l'abîmer, alors qu'en fait, c'est notre bouclier. La pauvreté progresse, et puis surtout, on n'a pas, je pense, si vous voulez, vraiment de capacité de financement adapté aux investissements dont on a besoin pour faire la transition écologique. On est en France comme ailleurs quand même pas mal dans le backlash écologique, c'est-à-dire que le sujet de la transition écologique s'attend à être évincé au profit d'autres sujets qui semblent moins que les Allemands quand même plus prioritaires. Oui, mais on est quand même un peu dans ça. Donc je pense, si vous voulez, que les facteurs profonds pour élever notre croissance potentielle et surtout en fait pour faire émerger un nouveau modèle d'activité qui nous permette de satisfaire nos besoins en respectant les limites planétaires, en respectant aussi un plancher social. C'est ça le modèle vers lequel il nous faut aller. C'est pas du tout le chemin qu'on prend en France comme ailleurs. Et bien sûr, c'est pire encore outre-Atlantique. Olivier Ardoules. Non, je voudrais rajouter deux ou trois points sur l'investissement et aussi sur les explications. Nous, en fait, ce qui se passait, c'est qu'on a commencé à observer ce redressement assez tôt, en fait, dès le mois de septembre, lorsque l'on faisait notre note de conjoncture. En fait, on se sentait un peu seul par moment, mais on avait des signaux d'un certain nombre d'entreprises, pour certaines des raisons d'ailleurs que Isabelle a évoquées, la baisse des taux qui commence à se faire sentir, le fait aussi que les entreprises, elles ont déjà fortement ajusté leur investissement à la baisse depuis 2023. Par de bas. Donc en fait, on est 10% en dessous de la tendance de moyen terme, donc il y avait un certain nombre d'investissements de toute façon, soit qui étaient prévus, soit qui devaient se faire. Et c'est vrai que quand on a les enquêtes des chefs d'entreprise ou autres, ils signalaient déjà qu'ils allaient investir plus. Donc la surprise qu'on a eue, en fait, elle était plus ou moins en fait déjà les tuyaux. On commençait à anticiper. Cela étant, en fait, il y a une vraie difficulté du côté des chefs d'entreprise à naviguer entre d'un côté un marché qui est là, notamment à l'exportation, mais aussi sur certains aspects en France, et le contexte qui est anxiogène. Et ça, c'est là où... Alors nous, on essaie de développer d'ailleurs de nouvelles offres sur ça, parce qu'on a pas mal de questions sur la situation et comment concilier, en fait, par exemple, des mesures qui filtrent, qui sortent du Parlement avec des chiffres à plusieurs dizaines de milliards d'impositions, etc., qui se révèlent, en fait, des choses qui n'auront pas lieu. Et ça, c'est pas forcément Est-ce que vous avez essayé de mesurer l'impact psychologique de ce genre de débat sur le moral des chefs d'entreprise? Alors, ça, on le Parce que j'en vois d'être traumatisés juste par le débat sur la taxe Zuckman, alors que finalement, il n'y a pas lieu. Alors, ce qu'on mesure de manière globale, c'est que l'incertitude politique et économique, ils l'aperçoivent. Ils indiquent que ça les encourage à reporter des projets d'investissement, et notamment pour les TPE-PME. Mais nous, ce qu'on essaie surtout à faire, en fait, c'est de dérisquer, en fait, de faire de la pédagogie, du décryptage pour permettre aux chefs d'entreprise, en fait, de bien se situer, de bien naviguer entre un climat qui est anxiogène, beaucoup d'écume, mais en fait, une mer qui est relativement calme en dessous. Philippe, vous n'êtes pas traumatisé par le débat sur la taxe Zuckman? Parce que moi, j'en entends. Hein, non, mais évidemment qu'ils sont traumatisés. Ils ont raison de l'être. C'est-à-dire que si vous imaginez que seulement une partie des folies qu'on a entendues depuis septembre est mise en œuvre, vous avez une très claire dégradation des conditions de l'expérience, à la fois pour l'entreprise et pour ses propriétaires. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. On n'aura pas le pire du pire, c'est clair. Ce débat parlementaire est très particulier, puisqu'en fait, on a eu quelque chose d'assez curieux, où tout le monde savait qu'il n'y aurait pas de vrai budget, que ce serait un arrangement final qui viendrait bien plus tard. Et donc, il y a eu 2 mois pendant lesquels c'était simplement, on a dit la foire à la saucisse. C'est une démonstration, c'est un petit théâtre. C'était en fait une espèce de mise en scène par chaque parti
des promesses qu'il voulait faire à ses électeurs dans la perspective d'un arrangement dans son camp. Le PS qui voulait montrer qu'il n'y avait pas que les filles qui travaillaient pour le peuple, etc. Et pareil à droite. Et aussi dans la perspective de la présidentielle. Donc on était dans quelque chose qui effectivement était très pathologique et qui était anxiogène parce que dans le fond, le point commun de toutes les gaudrioles qu'on a entendues depuis 4 mois, c'était qu'il fallait taper sur les entreprises et sur les investisseurs. Donc mettez-vous à leur place. Même s'ils savent que tout ne va pas leur tomber dessus, ça les met pas en joie. Et puis, quand même, il faut faire attention à une chose, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'a pas la taxe Zuckman qu'on n'a pas une très nette dégradation, et on l'aura de toute façon. On sait que, quel que soit l'atterrissage, soit une loi spéciale, ce soit, je sais pas quoi, une ordonnance, des ordonnances négociées, à l'arrivée, les conditions pour les entreprises de l'an prochain seront pas si bonnes que ce qu'on aurait pu imaginer il y a seulement 6 mois, et elles seront très nettement dégradées par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Donc, attention au biais d'ancrage. C'est pas parce qu'on n'a pas la taxe Zuckman qu'on va avoir un univers câlin. On aura quelque chose qui sera hostile, fut-il moins hostile que ce qu'on aurait pu craindre dans le pire des cauchemars en septembre-octobre. Je peux essayer de rétablir quelque chose ? Rétablissez, je vous en prie. Parce que, bon, si vous voulez, il me semble que la taxe Zuckman, c'est pas taper sur les entreprises et taper sur les investisseurs. La taxe Zuckman, c'est juste un moyen de rétablir un peu de justice. Non, ça, c'est votre objectif, fiscale. Mais c'est tout de même, ça se traduit par une douleur infligée aux investisseurs. Vous pouvez pas dire le contraire, Isabelle. Ça consiste à piquer de l'argent à des investisseurs, donc c'est un fait. Non, c'est pas piquer de l'argent à des investisseurs, c'est faire en sorte que les plus aisés payent à la hauteur de leur capacité. Non, mais j'entends bien l'exposé des motifs. De contribution. Après, sur les modalités, nul doute qu'il y a moyen de l'ajuster au mieux. Donc, je pense qu'il faut vraiment arrêter de caricaturer cet instrument. Ouais. C'est vraiment le minimum qu'on puisse faire pour rétablir un tout petit peu de justice fiscale. Là, vous parlez de l'exposé des motifs et il est parfaitement respectable. Moi, je vous dis que quoi qu'il arrive, et quelque splendide que soit l'exposé des motifs, à l'arrivée, pour ceux qui sont détenteurs de capital, ça se traduit par des mauvaises nouvelles. Ils ont moins d'argent. Vous ne pouvez pas en disconvenir. Et de toute façon, même quand vous regardez justement l'évolution de la valeur des actions, la façon dont ça a explosé, si ça oblige certains contribuables très aisés à en vendre un peu, quel est le problème, sincèrement ? D'accord, très bien, ça n'a pas de problème à vos yeux. Moi, je pense que c'est un problème, ça pose un problème de perception. Vous avez un système financier qui a doublé de volume depuis la crise financière de 2007-2008. Je pense qu'il faut tempérer tout ça. Si ce genre d'instrument permet un tant soit peu, et à mon avis, c'est pour le coup, c'est vraiment pas l'objectif de cet instrument-là, mais si ça permet de tempérer un peu cette histoire. Sur l'impact économique, juste quand on voit, il y a un petit encadré dans les chiffres de l'INSEE qui dit que la surtaxe d'IS n'a eu aucun impact sur les investissements. On peut hurler de temps en temps en disant toute hausse de la fiscalité a un impact sur les investissements. Là, c'est pas le cas. Est-ce que c'est parce que c'était une fois ? Il était censément être one shot. Elle n'est pas encore arrivée. Elle est payée maintenant. Ouais. Elle va être payée maintenant. Oui, mais là, ils disent qu'en gros, ça n'aura pas d'impact sur les investissements. Ce qu'il faut avoir, c'est que ce qu'il faut voir, après on verra, mais 10 milliards d'euros, ça a un effet. Alors, ça n'a pas forcément un effet immédiat sur des projets d'investissement qui étaient en cours, mais quand vous avez enlever 10 milliards d'euros dans les entreprises, ça a son effet. Donc, moi, je pense que ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, à très court terme, les entreprises n'ont pas immédiatement modifier leur projet d'investissement, qui était sans doute des tuyaux pour, si on parle en plus des grandes entreprises, pour quelque chose qui n'a pas été, en fait, qui a commencé à être payé cette semaine, le 15 décembre. Donc, l'impact, je pense, il va venir. Il va venir plus tard. L'important pour les entreprises, ce sont les infrastructures, ce sont des services publics qui fonctionnent bien. C'est une formation et une éducation qui va bien. Donc, ce sont les investissements qu'on fait dans ça. C'est ça l'important pour les entreprises. C'est pas tant. Attendez, chacun votre tour. Olivier et après je pense que tout ça compte, mais ça rentre dans une rentabilité d'ensemble. Et là, en fait, quand vous appliquez une fiscalité sur le capital, au fond, en fait, vous réduisez la rentabilité de l'investissement. Vous réduisez l'incitation d'investir, et notamment pour les entreprises. Alors là, on parle des entreprises qui sont résidentes en France, et quand on parle de la taxe Zuckman pour les investisseurs. Encore une fois, c'est pas un impôt sur les entreprises, la taxe Zuckman. Il faut vraiment arrêter de caricaturer. Non, mais par contre, Isabelle, on entend. Vous savez bien que les patrimoines économiques correspondent justement à ceux qui détiennent les grandes entreprises. Et alors, c'est un des résultats. Du coup, en fait, alors, si leur patrimoine action a explosé, qu'ils tapent un peu dedans, c'est pas très grave. On a bien compris que vous étiez favorable, et on peut
peux entendre. Notre sujet, là, c'est pas ça. C'est même pas que j'y suis favorable, c'est que je pense que c'est le minimum minimorum. Donc vous êtes super favorable, puisque vous pensez qu'on pourrait faire encore mieux. Donc, pardon. Mais ce que je veux dire, c'est que notre sujet aujourd'hui, c'est de savoir si ça a un impact sur le comportement des agents. Et la réponse est évidemment oui. Mais tout a un impact, mais certaines choses plus que d'autres. Et je pense que des investissements dans l'éducation, des investissements dans la formation des universités qui aillent mieux. Qui serait contre Eh bien, ça, c'est beaucoup plus important pour les entreprises. La question de fond, ça reste quand même que comment on fait ça, comment on va chercher plus d'argent pour les investissements dans l'école, dans l'armée, dans ce qu'on veut, tout en ayant un contexte macroéconomique favorable. Parce qu'on les entend, les investisseurs étrangers qui disent « Moi, franchement, la France, aujourd'hui, ça devient compliqué. » Et des boîtes françaises qui disent « Je ne vais plus investir en France parce qu'on atteint mon outil. » Donc, comment on fait pour trouver cet équilibre ? Mais on a bien sûr une équation financière qui est là extrêmement compliquée, et notamment une équation au niveau des finances publiques qui est très compliquée. Et si on reste avec les instruments en place, on ne s'en sortira pas. C'est-à-dire qu'on a besoin, en fait, d'investissements publics qui viennent faire levier sur les investissements privés. Pour que ces investissements publics aient lieu, eh bien, il faut repenser les modalités de financement. Il faut élargir l'espace budgétaire. Il nous faudrait, par exemple, cheminer vers l'union budgétaire pour qu'il y ait des emprunts communs dans la zone euro. Ça, ce serait important. Il faudrait peut-être aussi que la Banque centrale européenne, malgré tout, se relance, même si ce n'est pas une panacée, dans des achats de titres de dette publics. Donc arrête de baisser son bilan, par exemple, ce qu'elle fait. Oui, mais ça, en fait, c'est très important pour le coût des emprunts souverains. Donc ça permettrait en fait d'abaisser le coût et ça créerait une sorte de totem d'immunité. C'est ce totem d'immunité qui explique par exemple que le Japon puisse fonctionner avec une dette qui atteint 250% du PIB sans avoir vu du tout sa charge d'intérêt progresser. Donc il faut regarder du côté de ces instruments-là. Ces instruments-là remettent pas du tout en question d'ailleurs la logique de marché qui prévaut dans le financement des États. Plus de dettes. En fait, un espace budgétaire permettant d'avoir, si vous voulez, une dette qui ne soit pas insoutenable, qu'on puisse avoir un peu plus de dettes sans que ce soit insoutenable. Mais je pense qu'il faut combiner ça à des solutions encore un peu plus audacieuses, et je pense qu'il y en a. Il y a des réflexions sur ça, il y a des travaux, c'est-à-dire qu'en fait on pourrait véritablement mobiliser la Banque centrale sur ça pour qu'elle émette de la monnaie centrale sur un mode de subvention. Elle a subventionné les banques, eh bien, qu'elle subventionne les investissements dans la transition. Mais ça n'arrivera pas, Isabelle. Enfin, les Allemands ne sont pas d'accord. Alors, peut-être que ça n'arrivera pas. En attendant, c'est ce dont on a besoin pour débloquer la situation. Attendez, donc, expliquez-moi comment vous voulez débloquer la situation. Expliquez-moi. Je vais prendre les choses autrement. Je vais prendre la liste. Ah ben non, moi j'attends les propositions. Non, on a compris. Pardon, je vais essayer de vous répondre du mieux possible, mais je vais vous répondre en faisant un détour, si vous m'autorisez. Le détour, ça va consister à dire qu'on n'est pas les premiers à être dans une espèce d'impasse un peu identitaire et en tout cas d'identité du modèle productif. Je vous dis, en quoi la France est-elle vous allez me faire le point, ça y est, on est arrivé là. Non, mais attendez. Alors je retire identitaire. Non, vous allez je ne sais même pas sur quoi vous disputez. Est-ce qu'on peut rester comptable et irrationnel. Je veux juste comprendre. Il y a des pays qui ont eu une espèce d'impasse identitaire et budgétaire au sens où comment on va faire pour continuer à financer notre modèle productif, on est dans une impasse. Il y a eu la Suède, il y a eu le Canada, il y a eu la Nouvelle-Zélande. Ça, c'est dans les années passées. Je ne vous parle pas des États-Unis et du Royaume-Uni parce que je ne veux pas que vous fassiez les gros yeux. Göran Persson en Suède, de gauche. Roger Douglas en Nouvelle-Zélande, de gauche. Et puis, il y a eu le Canada, mettons centriste. Et puis, il y a eu plus récemment la Grèce, le Portugal, l'Espagne. Tous ces pays-là, parce que la France n'est pas unique au monde, elle ne vit pas un truc que personne n'a jamais vécu. Elle vit un truc hyper classique. On a claqué du fric plus qu'on en avait, on a fait des bêtises et on ne sait pas comment on va faire. C'est arrivé à plein de gens avant nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Est-ce qu'ils ont fait des taxes Zuckman ? Aucun de ceux que j'ai cités. Est-ce qu'ils ont fait appel à la Banque centrale? Aucun, bien sûr, parce que vous imaginez la Grèce quand elle était dans la panade, ou la Nouvelle-Zélande ou la Suède demandait à la Banque centrale de faire les pieds au mur. Non, quand on a fait des bêtises, on s'organise pour reprendre le dessus. En faisant quoi? On coupe dans les dépenses et on réunit les conditions de la compétitivité. C'est aussi simple que ça. Il y a plusieurs manières de le faire, mais tout le monde a fait ça parce qu'on ne peut pas faire autrement. Le Portugal récemment, l'Espagne récemment, la Grèce récemment. Avant l'Espagne, la Nouvelle-Zélande, la Suède et ça. Donc, comment vous pouvez imaginer? Moi, je ne comprends pas pourquoi
pourquoi vous pensez que la France est ressortie à un traitement spécifique du type Harry Potter, baguette magique, BCE. Il faut faire comme les autres ont fait, tailler dans la dépense et réunir les conditions de la compétitivité. Alors, Isabelle et après Olivier. Bon, vous caricaturez mon propos, parce que je ne suis pas en train de dire que tout ça est ultra spécifique à la France. Je dis qu'effectivement, il faut que nous trouvions des solutions au niveau européen. Non, et ce dont je vous parle d'ailleurs, une émission de monnaie centrale sur le mode de la subvention, ce serait évidemment pas réservé à la France. C'est quelque chose qui doit se France qui la demande. Il y a que la France qui le demande. À l'échelle de la zone euro. Olivier. Eh bien, il faut que les pays européens s'entendent sur des projets. Olivier, faites l'arbitre avec moi. On s'en sortira pas. Faites l'arbitre avec moi. Ok, bon, mais je pense qu'il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet, vous avez fait la comparaison avec le Japon. Je pense que c'est pas exactement comparable. Vous connaissez bien l'économie japonaise. C'est une économie qui est dominée par quelques grands groupes, avec un mécanisme de partage à valeur qui ne nous satisferait pas du tout. Je ne suis pas du tout sûr qu'on soit prêt à entrer dans 20 ou 30 ans de déflation en France, et notamment de déflation salariale en France ou en Europe. Ensuite, si on regarde, il y a deux types de mécanismes. Où trouver l'argent ? Le problème, c'est que vous parlez d'espace budgétaire. On a 57% de dépenses publiques dans le PIB. Alors, dont une grande partie, la moitié, c'est la dépense sociale, mais à la fin, c'est quand même la dépense publique. Donc, si on veut investir plus, la logique, c'est quand même de réallouer nos dépenses, peut-être vers plus d'investissement, vers plus d'éducation, peut-être vers moins de retraite. Ça, c'est des choix. C'est le rôle du Parlement de faire ces choix, c'est le rôle du politique. Mais à la fin, 57% de dépenses publiques, on a un des taux de prélèvement sur le travail, notamment un des plus élevés d'Europe. Donc je pense à un moment donné, là, c'est vouloir accroître l'espace budgétaire au niveau français, c'est compliqué. Au niveau européen, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le sujet politique, effectivement, c'est un peu compliqué dans nos discussions, notamment avec nos Allemands ou autres, de leur demander de s'endetter pour nous quand on ne respecte pas les règles qu'on s'est fixées, et d'ailleurs qu'on a contribué à fixer. Donc ça, politiquement, c'est compliqué, mais même plus profondément, vous dites que la Banque centrale finance et donne des subventions. C'est quelque chose qui est complètement questionnable. À la fin, si vous prenez l'ensemble des administrations publiques, ça fait de la dette publique. Mais pas du tout. Mais si, ça il faut arrêter avec ça. Non, il faut arrêter avec ça parce que c'est faux. Attendez, j'ai pas compris sur quoi fallait arrêter. Je vais vous expliquer sur quoi il faut arrêter. La Banque centrale, c'est une filiale de l'État. Vous demandez à la Banque centrale d'acheter la dette de l'État, à la fin, ça ne change rien. Le code des administrations publiques... Alors, je suis désolé, il ne faut pas laisser dire ça. D'accord ? La Banque centrale et l'État, ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas un compte consolidé entre la Banque centrale et l'État. Non, attendez, alors oui. Que je comprenne déjà sur quoi est le truc sur lequel vous n'êtes pas d'accord. Vous dites à la filiale d'acheter la dette de la maison mère. À la fin, c'est neutre. Le solde consolidé, c'est le même. Vous avez la même dette, vous avez la même masse monétaire. Alors, on est en train d'expliquer là que des pertes, admettons, pour la Banque centrale. Vous allez juste remplacer de la dette d'État. Attendez, Olivier, parce que si on parle en même temps, on se comprend pas. Ça va rien. Ce qui fait la garantie de la Banque centrale, c'est la capacité justement de l'État à assurer sa soutenabilité. Si l'État commence finalement à ne plus être soutenable, il n'est plus en mesure d'assurer la crédibilité de la Banque centrale et on tourne en rond, on revient aux assises. Alors, Olivier, pause. Isabelle, la dette, ça reste de la dette. Qu'on la prenne de l'État ou de la Banque centrale européenne, il va falloir la rembourser. Qu'est-ce que ça change ? Alors non, justement, c'est très différent en fait d'envisager un mode de financement dans lequel l'État s'endette sur les marchés pour réaliser des investissements publics et pour subventionner la part des investissements indispensables non rentables dont on a besoin, ou envisager un tout autre dispositif de financement alternatif dans lequel la Banque centrale émettrait des subventions monétaires et les affecterait à des investissements de transformation via un réseau de sociétés financières publiques. C'est très différent précisément parce que le compte de la Banque centrale, ce n'est pas le compte de l'État. Il n'y a pas un compte consolidé entre les deux. Cela est foncièrement faux. Non. Alors, la Banque centrale, comptablement, appartient au secteur des sociétés financières et non pas au secteur des administrations publiques. C'est une société financière publique. Peut-être, mais ça appartient au secteur des sociétés financières. C'est ça, il faut rembourser de toute manière. La Banque centrale a ce pouvoir de création monétaire ex nihilo. Utilisons-le, faisons-le Ce qui veut dire, Isabelle, que pour vous, il n'y a aucun problème budgétaire. Le sujet n'est pas là, il suffit de créer de la monnaie ou de la dette. Je ne dis pas ça, je dis justement qu'il ne faut pas, si vous voulez, il ne faut pas nier le problème d'insoutenabilité de la dette quand l'État s'endette sur le marché financier et qu'il faut soit essayer d'élargir cet espace budgétaire, trouver comment augmenter la dette sans que ça explose, d'accord ? D'où les solutions que j'ai envisagées tout à l'heure. Mais pas réduire les dépenses. Ou bien... Mais pourquoi tous les autres ont fait autrement alors ?
Mais est-ce que les autres véritablement se portent mieux? Est-ce que vraiment on a avancé vers un modèle économique alternatif où on a fait la transition écologique, où on ne va pas dans le mur? Personne n'a fait ça. D'accord, donc ça veut dire qu'il faut vraiment mais je vous ai envisager cité plein de des pays transformations qui allaient mal et qui vont beaucoup mieux qu'avant et bien mieux que nous. Et aucun n'a fait ça. Tous ont fait la même chose. Ils ont rééquilibré leurs finances publiques sans demander à la BCE, au Père Noël, etc. de l'argent. Mais pour Ils vous, vont pas beaucoup mieux au niveau social. Pour vous, c'est un leurre. On n'a pas besoin de rééquilibrer les dépenses publiques. Alors, encore une fois, je ne dis pas ça. Je dis que, en fait, si vous voulez, on ne peut pas tout financer par la dette. Il faut trouver comment avoir un petit peu plus d'espace, et il faut justement aller chercher des financements, des modes de financement. Et c'est pas la croissance pour vous. Et le levier monétaire. Mais alors. La croissance, effectivement, on court après quand on se finance par la dette, parce que la croissance, c'est nécessaire pour rembourser la dette, mais la croissance, c'est aussi la matrice de nos dérèglements écologiques et sociaux. Donc si on continue... Donc à la fin, c'est ça l'origine du désaccord. C'est que vous êtes décroissante. Alors, je ne suis pas décroissante, je ne suis pas croissantiste non plus. Je pense qu'il nous faut évoluer vers un modèle post-croissance où l'objectif, c'est pas la croissance à tout prix, où l'objectif, c'est comment on satisfait nos besoins en respectant les limites planétaires et en respectant les humains. Voilà. Bon, moi je venais en paix dans ces experts. Vous avez une accumulation de besoins, et donc ça veut dire qu'il faut de la croissance. À un moment donné, il faut produire plus pour satisfaire des besoins. Vous avez une égalité comptable, consommation plus investissement égale production. Ouais, et il faut produire en respectant les limites planétaires et en respectant les gens. Bon, je ne sais pas si je vais